Donc, concernant la problématique de la castration, on va vous présenter des premiers résultats de travaux concernant l'élevage de mâles entiers et l'amélioration des pratiques de la castration des porcs. Donc du coup, l'année prochaine, ce ne sera plus possible de castrer les porcelets sans utiliser d'anesthésie. Donc là, j'ai relisté un petit peu voilà, quelles alternatives peuvent potentiellement être utilisables ou pas en agriculture biologique. Un élément qui pourrait rentrer en ligne de compte, ce serait de faire du sexage de semences et d'élever uniquement les femelles. C'est autorisé pour les bovins en bio. Seulement en porc, c'est très compliqué, voire impossible d'un point de vue technologique pour être développé à grande échelle, de réaliser du sexage de semences. Peut-être que tu pourras y revenir tout à l'heure. Sélection de type génétique non odorant. Donc il y a déjà voilà, il y a beaucoup de variétés de sélection qui sont à faible risque. Donc après en bio, on peut bénéficier des améliorations génétiques qu'il y a dans les centres de sélection conventionnels. Voilà, donc ça diminue le risque, mais ce n'est pas non plus suffisant pour sécuriser totalement cet aspect risque d'odeur. Il y a la question de l'immunocastration, castration chimique. Donc en France, c'est interdit, donc c'est écrit dans le guide de lecture, comme c'est considéré comme une substance analogue à une hormone. Du coup, c'est pas autorisé en bio en France. C'est une solution qui est privilégiée par certaines ONG, et je précise bien là, en France et après dans d'autres pays. En fait, dans le règlement bio, c'est pas clairement interdit l'immunocastration, et on pensait, en fait, la Commission européenne avait fait un courrier il y a quelques années en disant que selon elle, c'était pas compatible avec les principes de la bio, et sans qu'il y ait de texte réglementaire en fait qui l'interdit, c'était juste des recommandations. Du coup, on pensait que dans le nouveau règlement, ce serait écrit, comme il a fait une recommandation, mais en fait, c'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est un peu statu quo pour cela. Et donc nous, ce qu'on travaille dans le cadre d'un projet que va nous présenter Samuel, il y a le premier volet, améliorer les pratiques de castration, donc avec des protocoles qui permettent d'améliorer permettraient d'améliorer la prise en charge de la douleur. Voilà, après ça c'est des commentaires plus voilà, de ma part. Ça peut être éventuellement en transition, parce que sachant que quoi qu'il arrive, on augmente la nécessité d'intervention des éleveurs, donc c'est une contrainte, il n'y aura pas forcément des contraintes supplémentaires. Ça pose à ce stade des questions en termes de coût et de faisabilité, donc il y a des essais avec des premiers résultats qui vont être présentés, donc à la fois des essais en station et en élevage commerciaux pour évaluer la faisabilité et la contrainte aussi pour l'éleveur et avoir des repères de temps de travail, etc. Voilà, ça fait qu'on maintient une mutilation. Donc si dans 4-5 ans, en agriculture conventionnelle, la plupart des animaux ne sont pas castrés en bio, le discours risque d'être compliqué. C'est-à-dire que nous, on maintient une mutilation en bio, donc en conventionnel, il n'y en a presque plus, c'est difficile par rapport aux normes de bien-être en bio et aux principes qui sont défendus, c'est pas une posture facile. Et donc un autre aussi élément, c'est potentiellement d'élever des porcs mâles entiers, et donc en bio, il y a très peu de références disponibles. On avait trouvé quelques données en Allemagne ou au Danemark en conditions bio, puis après en France, il y a la Cooper qui fait du porc mâle entier en bio, mais en fait, voilà, il y a peu de références et de données sur lesquelles on peut se baser pour avoir un ordre d'idée du taux de malodorant en bio, des pratiques à risque, etc. Et puis après, il y a toute la question de valorisation et transformation des porcs mâles entiers. Voilà, donc juste un petit diapo de rappeler pourquoi on castre les porcs. L'objectif, c'est de limiter le défaut d'odeur des viandes pour les mâles. Donc il peut y avoir des odeurs désagréables qui sont généralement portées par le gras et qui vont se sentir au moment de la cuisson des produits. Ça ne concerne qu'une partie des animaux, ça ne concerne pas tous les mâles. Et aussi, tout le monde n'est pas, les gens ne sont pas tous sensibles de la même manière. Voilà, donc c'est une problématique qui reste assez complexe et diffuse, où il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Donc les défauts d'odeur, ça affecte surtout les viandes fraîches qui vont être cuites à la maison, ou les produits gras qui sont cuits à la maison. Donc il y a des produits qui sont plus ou moins à risque, on va dire, et justement tout l'enjeu, c'est d'essayer de valoriser des carcasses mâles qui seraient odorantes dans des produits où on limite le risque d'odeur après pour le consommateur. Voilà. Et donc du coup, on a
on avait déposé un projet CASDAR, donc piloté par la FNAC et l'ITAB, pour traiter ce sujet-là. Merci. Donc ce dossier CASDAR s'appelle Farinelli, on doit ce nom à Antoine ici présent. Donc, Farinelli, si vous ne connaissez pas, c'est un castrat. En fait, la réflexion, elle a été en deux temps. On s'est dit, bon, il faut de toute façon que la bio se différencie concernant la thématique du bien-être animal. On a déjà plein, finalement, de choses de notre côté, mais la castration, ça fait partie des sujets sur lesquels les associations de défense du bien-être animal nous disent qu'il faut qu'on progresse. Donc ça, c'était en 2018, avant qu'il y ait la parution de l'arrêté du ministre Didier Guillaume sur le fait qu'il fallait castrer avec anesthésie. Donc on a vraiment réfléchi le projet dans une démarche, comment la bio peut encore plus se différencier. Et on s'est dit, bon, la faisabilité d'une filière porc bio Malantier, elle doit être étudiée au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la consommation. Donc on a travaillé pour développer un projet sur cette question-là. Et en même temps, on s'est dit, on ne pourra pas de toute façon généraliser le Malantier dès le départ, et ça pourrait être une vision à moyen terme. Et il y a de toute façon des éleveurs qui sont notamment en vente directe, pour qui ça va être compliqué de généraliser le Malantier, qui ne peuvent pas, eux, avoir recours forcément à des solutions de dilution de carcasses pour faire des produits qui ne s'en tiraient pas. Donc, ces éleveurs en vente directe, on sait qu'ils vont être contraints de continuer à castrer, d'autant que souvent, ils abattent des porcs qui sont plus âgés et plus lourds, donc avec aussi un risque d'odeur plus élevé. Donc, on a vraiment réfléchi ce CASDAR en deux approches, quoi. Tester la faisabilité d'une filière Malantier, et en même temps, comment est-ce qu'on peut améliorer la prise en charge de la douleur en étant cohérent avec notre approche en bio, pendant la castration et en post-opératoire. Du coup, on a, avec Antoine notamment, qui a beaucoup œuvré, on a travaillé à mettre en place un consortium qu'on a voulu assez complet, et en s'appuyant notamment sur les expertises qui existent déjà en conventionnel, notamment au sein de l'IFIP et puis également INRAE, puisqu'il y a des sujets, enfin, le sujet de la prise en charge de la douleur et de la castration et du Malantier est vraiment étudié au sein de ces structures depuis plus d'une dizaine d'années, avec aussi une ouverture européenne sur ce qui se fait. Donc, bien évidemment, c'est des gens qu'on a souhaité associer au dossier. On a également associé les groupements de producteurs qui travaillent sur les filières organisées, donc notamment Biodirect et Unebio. Donc Biodirect qui est le leader sur le marché en porc bio en France, et Unebio qui est un acteur aussi incontournable. Et avec tout ce petit monde, je dirais, on a aussi mis autour de la table une station expérimentale, la SS Trinotière, en Pays de Loire, qui a des truies en plein air. Également la station organique que Stéphane présentera tout à l'heure et qui fait du Malantier. Également un lycée expérimental, le lycée d'Ureux, qui est lié à Biodirect et qui teste aussi du Malantier. Et puis la station expérimentale de Remillet via l'IFIP, qui nous a permis de tester en conditions expérimentales des protocoles de prise en charge de la douleur. Donc voilà, je continue un petit peu le tour de table. On a également l'ANSES, qui a vraiment une expertise aussi sur ces questions de douleur. Donc on a essayé de mettre autour de la table vraiment un consortium d'acteurs capables de répondre aux différentes problématiques qu'on voulait traiter, sans oublier la partie du coup abattage transformation, parce que quand on parle de Malantier, il faut aussi être capable de détecter les carcasses à l'abattoir, et on travaille du coup avec l'abattoir Olvia, en lien avec Unebio, où sont abattus l'ensemble des carcasses des animaux du projet. Antoine pourra peut-être vous en parler. Et également SBV, qui est un outil qui appartient à Biodirect et qui fabrique de la charcuterie et qui découpe les carcasses. Voilà en gros le consortium dans les partenaires vraiment rapprochés. Et puis on a associé un ensemble de partenaires également, notamment Wellfarm, l'association de défense du bien-être animal, qui suit notre travail sur le volet Malantier. La CAVAC, qui est une coopérative en Vendée, qui a une filière bio assez développée et qui a souhaité travailler avec nous sur la prise en charge de la douleur. Donc, un des éleveurs de la CAVAC teste en ce moment des protocoles de prise en charge de la douleur avec lidocaïne et trisolfène. Valérie en parlera. Et également des acteurs du monde vétérinaire, avec Vetopole 26, qui a une belle expertise sur la bio et notamment le plein air, et l'Oniris, aussi école que vous connaissez. Voilà en gros pour le consortium qui nous permet de mener Farinelli. Donc ce dossier, il a commencé en janvier 2020 pour une durée de 42 mois, donc il se terminera en juin 2023. Et en termes de livrables, on a notamment prévu un cahier des charges sur l'élevage de Malantier, voilà les bonnes pratiques au niveau de l'élevage pour pouvoir conduire du Malantier. On a aussi prévu de travailler sur des protocoles et
guides de bonne pratique sur la prise en charge de la douleur en bio. Et il y aura également, via la DIV que je n'ai pas cité, qui est une structure de recherche et développement dans tout ce qui est fabrication procédés industriels, on va travailler aussi sur comment est-ce qu'on peut gérer des carcasses odorantes dans le cadre de process de transformation. Et donc la DIV va travailler aussi sur un guide de bonne pratique à ce niveau-là. Donc on essaye avec notre dossier de couvrir les différentes problématiques que je vous ai exposées juste avant. Et un petit point d'information concernant la question de la prise en charge de la douleur, on organise le 9 novembre, donc dans un peu plus d'un mois, sous forme de webinaire, à 14 h, un webinaire d'information sur ce qu'on est en train de faire dans Farinelli. Alors il y aura bien sûr un point d'info sur la réglementation, mais on aura aussi un retour, et Valérie va vous en faire une partie dès aujourd'hui, mais sur les aspects expérimentaux qui ont eu lieu à la station de Remilly au premier semestre 2021, et également des retours sur la faisabilité en élevage des protocoles qu'on a sélectionnés, donc avec un essai qui est mené au Trinotière, en plein air, et un essai qui est mené dans un élevage de la Cavaque, donc en bâtiment. Donc voilà, les liens d'inscription vont venir, ils ne sont pas encore activés, mais voilà, c'est aussi une information pour dire qu'on va un petit peu communiquer sur nos travaux en novembre. Voilà, à toi Antoine. Ok, donc on peut enchaîner sur la partie mal entier. Donc là, je vais essentiellement vous présenter des résultats préliminaires d'une étude qui a été menée par des collègues de l'IFI, donc via un stage de mémoire de fin d'études basé sur une synthèse bibliographique et des enquêtes en élevage pour définir un petit peu les facteurs de risque qu'on peut rencontrer en élevage bio au vu des données qu'on connaît en conventionnel et des pratiques des éleveurs en agriculture biologique. Et puis quand il y aura la présentation de Porganic, Stéphane pourra aussi faire son propre retour d'expérience puisque les porcs ne sont pas castrés à la station Porganic. Voilà, donc concernant l'origine des odeurs de mal entier, donc il y a deux molécules principales qui en sont à l'origine, donc l'androsténone et le scatol. Dans les deux cas, ça va être stocké dans les tissus adipeux. Et donc là, on voit en vert, il y a différents éléments qui vont influer sur le risque d'avoir une concentration trop élevée dans ces molécules et induire une odeur désagréable. Donc il va y avoir la génétique, le couple âge et poids à l'abattage, l'environnement physique pour les animaux et aussi l'alimentation. Donc en fait, il y a eu un travail de synthèse bibliographique qui a été fait pour remettre en perspective un petit peu les pratiques de la bio par rapport aux différents leviers qui sont déjà connus en agriculture conventionnelle. Donc voilà, donc ça c'est un tableau synthétique sur les principaux facteurs de risque, donc sur la base de la bibliographie. Donc la première colonne, on va avoir l'alimentation, âge et poids à l'abattage, génétique, environnement physique et environnement social. Un des premiers éléments qui ressort, c'est de réduire la protéine, en particulier en fin d'engraissement, tout en satisfaisant les besoins en acides aminés. Donc là, je vois dans l'assemblée, ça se voit. Évidemment, en bio, c'est pas très simple. Déjà, il y a pas mal d'élevages où il n'y a pas d'aliment finition, on est sur un aliment croissance jusqu'au bout. Et ensuite, on a très peu de marge de manœuvre pour avoir des aliments qui sont très équilibrés en acides aminés. Si on ne veut pas limiter les performances en ayant un niveau élevé en lysine, généralement, on peut apporter un petit peu en excès d'autres acides aminés. Donc nous, c'est pour le coup un levier qui est difficilement accessible en agriculture biologique. Il faut y prêter attention, mais c'est assez compliqué. Merci. Je croyais que ça allait exploser. Un autre élément, donc ça qui peut être positif pour nous en bio, c'est l'apport de fibres en fin d'engraissement pourrait permettre de limiter le risque d'odeur. Donc il y a plusieurs éléments dont on peut servir en bio. Bon, il y a un premier, si la paille est fraîche et de bonne qualité, les animaux en consomment toujours pas mal. Donc même si c'est pas forcément voulu, ça fait un apport de fibres. Ça peut être de distribuer du fourrage aussi en fin d'engraissement. Et puis il y a aussi la possibilité d'ajouter des matières premières de type son ou viande hydratée ou trèfle violet pour les hydrater dans les aliments en finition.
ce qui se fait déjà pas mal. Il y a un autre élément aussi, c'est d'avoir une mise à jeun suffisamment longue avant l'abattage. Et pour le coup, en bio, par rapport aux gestions logistiques, généralement, la mise à jeun est assez longue. Donc ça, c'est plutôt un facteur positif. Concernant donc le couple âge et poids à l'abattage, plus les porcs sont âgés et lourds, et plus le risque d'apparition d'odeur s'accroît. Donc là, on a plutôt un facteur défavorable dans la culture biologique où les animaux peuvent avoir un âge d'abattage un petit peu plus élevé, bien que ce soit pas mal variable selon les élevages, et parfois aussi un poids un peu plus élevé, et puis en particulier pour les éleveurs en vente directe, qui sont souvent des animaux assez âgés et un poids élevé, on augmente du coup très fortement le risque d'apparition d'odeur dans la viande. Concernant les types génétiques, donc il y a des types génétiques qui sont connus pour être plus sécurisants et limiter le risque d'odeur. Donc le piétrin pour le Vera terminaux, et il y a des piétrins à faible risque qui sont disponibles sur le marché. Et après, en termes de truies, c'est l'Ardouette Landrace. On va dire en gros les croisements classiques et qui sont quand même majoritaires en bio sont plutôt à faible risque. En revanche, il y a d'autres types génétiques qui vont être plus à risque, notamment le Duroc, qui peut être intéressant pour des questions de qualité de viande, vigueur des porcelets aussi notamment. Il y a des Vera croisés Duroc Tétrin qui sont pas mal utilisés en bio. Voilà. Après, bon, quand c'est croisé, évidemment, l'effet est dilué. Donc les races locales, évidemment, donc là plutôt pour les éleveurs en vente directe, et puis là on combine aussi abattage tardif, animaux gras, etc. Et puis aussi les types génétiques Naïma ou autres sino-européennes. Donc concernant l'environnement physique, donc du coup il y a un enjeu à ce que les animaux soient bien propres pour limiter là en particulier le risque d'odeur via du scatol. Voilà, donc du coup c'est important de maintenir un niveau de litière assez élevé pour que les animaux restent propres, qu'il y ait aussi une bonne ventilation des bâtiments, et puis une attention particulière pour certaines périodes de l'année où les animaux, pour se rafraîchir, vont avoir tendance à se rouler dans leur déjection ou de se créer des zones plus humides. Voilà, donc tout ça, ça peut être des facteurs négatifs. Voilà, sachant que ça arrive dans les bâtiments sur litière, généralement les animaux organisent leur espace et il y a souvent un espace qui est dédié aux déjections. Et ils aiment bien se rouler dedans au bout d'un moment, donc c'est pas toujours si simple, mais comme c'est surtout en fin d'engraissement, ça peut être de surtailler sur les 2-3 dernières semaines déjà pour essayer de maîtriser un petit peu ça. Et côté comportement des animaux, donc élever des groupes stables le plus tôt possible. Donc il y a eu des enquêtes en élevage qui ont été réalisées, donc il n'y a pas toute la carte, mais c'était essentiellement dans le Grand Ouest, sans lien avec les partenaires du projet. Des élevages en filière organisés, donc une trentaine, le but du jeu étant d'avoir une diversité d'élevage en termes de pratiques, de bâtiments, conduite de l'alimentation, etc. Les données qui ont été collectées, donc c'était des données structurelles sur l'élevage, si c'était naissant-engraisseur, post-mort-engraisseur, etc. Le type de logement, les types génétiques, l'alimentation, la gestion aussi des groupes d'animaux, les modalités de paillage, âge à l'abattage, et il y a aussi eu des observations de notation de propreté des animaux qui ont été réalisées. Voilà, donc il y a une classification qui a été réalisée donc, sur la base d'un traitement statistique. Et donc il y a 4 classes qui ont pu être définies selon les facteurs de risque, donc toujours les mêmes, alimentation, âge et poids à l'abattage, génétique, environnement physique. Bon, c'est une typologie, donc ça c'est toujours un petit peu caricatural, mais bon, c'est les principales pratiques qu'on a pu voir qui étaient soit positives, soit plutôt à risque. Bon, je n'ai pas fait très original, en vert c'est plutôt positif, en orange plutôt négatif. Voilà, donc si on prend le premier groupe, donc il y avait pas mal de facteurs de risque potentiels, donc il y avait 4 élevages qui étaient dedans. On était plutôt sur des porcs lourds qui faisaient un peu plus de 130 kg en moyenne de poids vif, des types génétiques à risque, donc soit des truies avec du sang chinois ou des Vera avec du croisement du roc, voire du roc pur. Et en termes d'environnement physique, il y avait une absence de courettes dans ce cas-là. Donc la deuxième catégorie, c'est 10 élevages, donc c'est la plus grosse catégorie. Donc dans ce cas-là, il y avait un aliment qui était rationné
et avec des taux de cellulose qui étaient supérieurs à 5%, donc ça plutôt positif. Des types génétiques sécurisants. Et des bâtiments qui étaient récents, donc avec une bonne ventilation. Des bâtiments qui permettent aussi d'avoir une bonne gestion de la paille par rapport au confort de travail notamment. Donc là, ils distribuaient en l'occurrence entre 70 et 100 kg de paille par rapport au cours de l'englacement. Et donc dans ce cas-là aussi, peu de mélange entre cases, ce qui limite quand il y a des remises en groupe, du stress et puis des bagarres entre animaux. Donc un autre gros paquet avec 8 élevages, donc là qui était majoritairement en machine à soupe, du coup ce qui permet d'avoir un bon rationnement d'aliments. J'y étais parvenu, mais c'est aussi un moyen de pouvoir maîtriser ces aspects-là. Et dans ce cas-là, on avait une gestion de la paille dans la courette qui était moins régulière que le groupe d'avant, et donc avec un risque potentiel d'avoir des animaux un petit peu plus sales. Et donc la dernière catégorie, donc il y avait 6 élevages, donc apport de matières premières riches en fibres en fin d'engraissement, donc soit directement dans l'aliment, l'usine des etc., ou via de l'apport de fourrage. On était plutôt sur des post-sevreurs, donc du coup qui achètent des animaux aux naisseurs, et c'est pas toujours évident pour le coup d'avoir une bonne vision des types génétiques, et ça peut aussi varier. Donc là voilà, c'est sans doute un travail à faire de communication et de traçabilité de l'information entre les éleveurs. Et dans ce cas-là, on était sur une courette qui était nettoyée en fin de bande, donc sur les tirs accumulés, finalement assez classique, mais du coup qui peut générer des courettes peut-être moins bien tenues en fin d'engraissement. Donc concernant les pistes d'amélioration par groupe, donc pour le premier groupe, c'est d'envisager un abattage un petit peu plus léger que 130 kg et d'avoir des types génétiques sécurisants. Pour le coup. Pour la catégorie, il y avait les 10 éleveurs. Donc là, il y a déjà pas mal d'éléments positifs. Donc l'idée, ça pourrait être de faire un suivi. Bon, c'est ce qu'on est en train de faire en parallèle. Du coup, de faire un suivi chez plusieurs éleveurs de ce groupe pour essayer de voir est-ce que les bonnes pratiques théoriques en termes de résultats sur le taux de malodorant, est-ce qu'on retrouve bien ça, pour ensuite pouvoir aller plus loin dans des recommandations à fournir aux éleveurs. Donc pour le groupe 3, c'était essentiellement sur l'amélioration de la gestion de la paille dans la courette. Et enfin, le dernier, donc améliorer la traçabilité des élevages et puis soit nettoyer plus régulièrement la courette ou augmenter l'ajout de paille. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu voir. Bon, c'est pas forcément des choses qui sont très très difficiles à mettre en place, mais on n'a pas non plus 36 000 leviers en bio comme on a vu. La partie alimentation, effectivement, c'est quand même assez compliqué, donc l'enjeu va être pas mal de maintenir les animaux propres et d'avoir un âge à l'abattage un poids à l'abattage pas trop élevé, ce qui pour le coup n'est pas toujours si simple à avoir. Ok, donc un peu en quelques éléments de synthèse. Donc on a pu voir quand même, on a fait des classes pour présenter les résultats, mais il y a une grande diversité de pratiques quand même au sein des éleveurs. Donc c'est pas forcément hyper évident d'avoir des recommandations générales, et pour le coup ce sera vraiment du cas par cas en termes d'amélioration de pratique pour les éleveurs s'ils veulent faire du mal entier, ou pas d'ailleurs, s'ils ont rien à améliorer. Donc un travail en cours, donc il y a eu 6 fermes qui ont été sélectionnées au sein de cette enquête, et du coup là qui sont suivies pendant un an. Donc on a démarré au printemps, et ça va se terminer, les derniers abattages c'est février, c'est ça, février de l'année prochaine. Et donc l'objectif c'est d'avoir un petit peu plus de 100 mâles par exploitation, donc soit enregistrés en partenariat avec les groupements de producteurs, l'alimentation, la gestion de la paille, les performances des animaux, les observations de comportement, et puis aussi un retour d'expérience des éleveurs qualitatif. On a fait déjà une première réunion d'échange où ils avaient pu échanger entre eux, notamment un des éléments qui était ressorti, c'était que c'était très compliqué quand il y avait un mélange de mâles et femelles. Il y en a eu au moins 2 qui disaient qu'ils avaient échangé ça dès le premier lot parce que c'était pas terrible. Au niveau de l'abattoir, donc il y a des notations des humains, donc avec le partenaire Olvia, et en parallèle, il y a des prélèvements de gras de Bardia qui sont ensuite envoyés à l'INRA pour faire des dosages de scatol, androsténone et aussi d'indole. Après, on tombe classiquement sur la problématique de l'adéquation entre les résultats nés humains et les analyses chimiques. Parce qu'effectivement, là, je ne suis pas revenu dessus parce que c'est un peu un cadre général, mais
le principe de détection. Il faut que les abattoirs, qui ont généralement une petite activité bio, mais une plus grosse activité conventionnelle, s'équipent pour qu'en bio, on puisse bénéficier aussi du tri, c'est l'équipe en l'occurrence qui forme le personnel, du tri des carcasses. Donc il y a ce côté aussi dépendant des choix que font les abattoirs qui ont une activité majoritairement conventionnelle. Je finis puis je vais prendre la question. Voilà, donc du coup ça va permettre de mettre en perspective les résultats humains et puis les analyses chimiques. Et donc en parallèle, il y a des tests de transformation de produits qui sont réalisés. Donc comme il y a toutes les infos sur le taux de molécules odorantes, il y a des tests de dilution qui sont faits, et ensuite des tests consommateurs pour voir à quel niveau peuvent être acceptables dans différents produits bio. Et après, pour avoir un petit peu une estimation au vu des principaux produits qui sont consommés en bio, combien on peut envisager de mettre de Malanti, quoi. Voilà, donc en gros, l'idée, une des premières sorties qui est pas forcément extraordinaire, mais qui est déjà pas mal, c'est d'avoir un ordre d'idée du pourcentage de malodorants en bio. Déjà, ce qui sera une bonne base de travail, et d'essayer d'éclairer avec des éléments de contexte, et du coup de proposer des recommandations. Je n'ai pas précisé, là, sur les 100 mâles, on a essayé aussi de répartir tout au long de l'année, parce qu'il y a une notion de saisonnalité aussi. Si on pense à l'été, les animaux vont être plus enclins à se rouler pour leur déjection pour se rafraîchir. Du coup, on a essayé, dans la mesure du possible, d'avoir des animaux tout au long de l'année, et de pouvoir essayer de voir un potentiel effet saison. Voilà, et donc ça, ce sera terminé au printemps de l'année prochaine, et donc le temps de tout traiter, etc., ce sera disponible sans doute second semestre. Donc voilà. Pardon. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions sur la partie Malantier? Je n'ai pas une question, mais une remarque de Mme Maupertuis de la CRAP et du Loire, qui rappelle que la propreté des porcs est importante, surtout dans les 2 semaines précédant l'abattage. C'est sur cette période qu'il faut être très vigilant pour réduire le risque scatole. Ok. Donc, si tu reviens effectivement là, quand on parlait d'améliorer la gestion de la paille, notamment dans la courette, donc sur les 2 à 3 dernières semaines. Merci pour la précision, Florence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou remarques? Sophie Valex à Biodoc, fait possible. Je me demandais, Antoine, comment ça va se passer en fait, parce que tu parlais de changer de race. Donc ceux qui font des races locales, voilà, entre la préservation des petites races et l'absence de castration. Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Comment ça fonctionne? Alors pour les systèmes races locales et vente directe, c'est une problématique qui est encore plus difficile à gérer, parce que là on cumule un petit peu tout. C'est qu'il y a des discussions pour certaines races, que ce soit dérogataires par rapport à la castration, parce qu'effectivement ça risque d'être très compliqué de faire du Malantier. Nous, dans un premier temps, c'est vrai qu'on s'est focalisé plus filière et type génétique, on va dire classique, dans un premier temps. Mais effectivement, il y a une grosse problématique en race locale et vente directe. On n'aborde pas nous directement ici, mais certains résultats pourront servir, même si on n'est pas directement dessus, quoi. Ouais. Après, ça, si on prend l'exemple de race où les abattages c'est entre 1 an et demi. Après voilà, je pense que c'est des animaux qui ne sont pas forcément adaptés à être faits en Malantier, sauf à faire 100% de saucissons ou des abattages très précoces pour faire du cochon de lait haute, mais c'est pas forcément ce que recherchent les éleveurs, quoi. Donc ce sera, de mon point de vue, la problématique est bien plus compliquée pour les éleveurs en race locale et vente directe. On va pouvoir donner la main à Valérie Courboulet de l'IFIP, et donc qui va nous présenter les différents protocoles de castration sur lesquels elle a travaillé. Bon, mais bonjour à tous. Donc, je vais prendre la suite en fait d'Antoine sur cette problématique de la castration, avec un premier rappel. Donc, je me présente quand même. Donc, je travaille à l'IFIP et depuis un certain nombre d'années sur les questions de bien-être et en particulier sur les problématiques liées aux interventions sur les animaux et notamment la castration. Donc, on a fait beaucoup de travaux sur des animaux conventionnels et on a été sollicité donc dans le cadre du projet Farinelli pour travailler dans l'optique en fait de protocoles à mettre en place en élevage bio. Donc la situation actuelle en fait en termes de
de production biologique sur la castration, c'est que on peut recourir à la castration sous anesthésie et ou analgésie donc, pour les porcelets. Elle doit être pratiquée à moins de 7 jours d'âge et par dérogation, en fait, elle peut être pratiquée au-delà des 7 jours, mais par un vétérinaire avec une anesthésie et une analgésie prolongée. Donc ce traitement est assimilé à un traitement obligatoire, mais n'est pas comptabilisé dans le nombre limité d'interventions allopathiques de synthèse prévues dans le règlement bio. Et jusqu'à présent, en fait, on considérait que le traitement par le froid, avec une bombe froide, pouvait être considéré comme un traitement analgésique. Donc les évolutions réglementaires, on en a déjà parlé. Il y a un arrêté donc, qui est paru en février 2020 qui indique qu'à compter du 31 décembre 2021, la castration chirurgicale à vif des porcs mâles est interdite et qu'on ne peut faire une castration qu'avec anesthésie et analgésie. Et l'éleveur, en fait, lui, est autorisé à faire de l'anesthésie locale, soit lui, soit ses salariés, toujours sur les 7 premiers jours de vie des animaux. Et pour encadrer, en fait, cette nouvelle arrêté, il y a une instruction technique qui doit paraître au journal officiel du ministère de l'Agriculture, qui va préciser les modalités de mise en œuvre en élevage, donner des éléments d'information et d'accompagnement en fait, des éleveurs et proposer des protocoles pour la castration. Alors cette instruction technique, elle n'est toujours pas complètement finalisée, elle est encore en discussion. Donc quelles sont en fait les alternatives à cette castration chirurgicale à vif? Antoine en a déjà un peu parlé, je vais en reprendre 3. Donc il y a soit supprimer la pratique, donc produire des mâles entiers, substituer par une autre pratique, donc pour réduire la douleur, qui va être la vaccination des mâles, ou soulager lors de l'intervention. Et donc dans le cadre du projet Farinelli, c'est cette voie-là en fait que nous avons suivi. Comment en fait proposer, l'objectif est de proposer des protocoles qui vont être efficaces et adaptés aux conditions de l'élevage biologique. Donc le projet en fait il est en 3 étapes. Dans un premier temps, on a fait un peu un état des lieux des pratiques actuelles l'année dernière. Donc lors des enquêtes en fait qu'a présenté Antoine sur la partie engraissement, on a regardé également dans 10 élevages quelles étaient les pratiques en termes de castration, aussi bien en plein air qu'en bâtiment. On a en fait, dans un deuxième temps, et c'est ce sur quoi je vais revenir dans la présentation, on a identifié en fait avec un collectif d'experts un ou plusieurs protocoles d'anesthésie, analgésie que l'on a testé cette année via une expérimentation. Et l'idée en fait, c'était à partir de ces protocoles, en identifier un ou deux et voir en fait en termes d'applicabilité comment ça se passe sur le terrain avec des essais à la fois en bâtiment et en plein air qui sont montrés, qui sont réalisés, comme le disait Antoine, soit à la station des Trinotères pour le plein air, soit dans un élevage de la Cavaque pour le bâtiment. Alors rapidement, les modes d'action, on parle anesthésie, analgésie. Globalement, en fait, l'analgésie, en gros, on fait ça avec un anti-inflammatoire non stéroïdien pour la castration, le méloxicam en règle générale. En fait, l'analgésie perturbe la transmission du signal, donc l'animal perçoit la douleur, mais elle est atténuée, voire elle peut être supprimée suivant les analgésiques qu'on va utiliser. L'anesthésie locale, en fait, elle a un rôle d'insensibilisation locale des tissus. C'est en gros comme si on endormissait en fait certains nerfs et donc on n'a pas de transmission de signal. Et l'anesthésie générale, en fait, là, l'animal est inconscient, donc il y a une perte de sensibilité, donc il y a une douleur, mais l'animal ne l'aperçoit pas et n'a pas de signe en fait qui montre en fait qu'il ressent cette douleur. Le cerveau est comme endormi. Donc ce qu'on connaît jusqu'à présent et ce qu'on a travaillé déjà depuis quelques années, on sait que l'anesthésique locale, il est en fait efficace sur la douleur lors de la castration. L'analgésique, notamment les anti-inflammatoires, eux sont efficaces sur la douleur post-castration. Et donc si on veut prendre en charge correctement la douleur liée à la castration, il faut associer anesthésique locale et analgésique. C'est ce qu'on retrouve donc dans l'arrêté. Donc pour aller un petit peu plus loin, en fait, dans le projet Farinelli, notre objectif, c'est de trouver des choses qui soient véritablement très intéressantes en termes de réduction de la douleur. Et on a travaillé, en fait, un certain nombre de protocoles. On a travaillé 3 voies, en fait, en complément. L'insensibilisation, donc par l'anesthésie générale,
la tranquillisation, donc pour avoir des animaux plus calmes lors de l'intervention, et une autre façon d'administrer l'anesthésique locale par un gel qui est appliqué sur le cordon testiculaire après l'incision. Et donc on teste 6 protocoles qui vont allier une prémédication. Donc la prémédication, ça va être un cocktail de phytothérapie qui est administré par voie orale, soit au porcelet, soit par la truie. Et donc on a administré en fait cette phytothérapie 3 jours avant et 3 jours après la castration. Donc c'est composé, je vous ai mis la composition en dessous. On a une analgésie qui est faite soit avec l'anti-inflammatoire, qui est le méloxicam, soit on a un traitement qui utilise quand même la bombe froide. Et on place ça de l'anesthésie, donc avec soit de l'anesthésie générale, avec de l'inhalation d'un gaz qui est de l'isoflurane, qui est mélangé à de l'air, une anesthésie locale par une injection intratesticulaire d'anesthésique, de lidocaïne, et une autre forme d'anesthésie locale, une anesthésie topique, qui consiste en fait à inciser le scrotum et appliquer un gel sur le cordon testiculaire. Et pour ça, on utilise en fait un produit qui s'appelle le trisolfène et qui a été en fait développé initialement pour des problématiques veaux et moutons en Australie. Donc les 6 protocoles qu'on a testés, on a un contrôle sur lequel on fait une castration à vif, donc pour voir l'efficacité des autres protocoles. Le deuxième, en fait, associe une analgésie avec du méloxicam et une anesthésie locale, une anesthésie générale par inhalation d'isoflurane. Je vous montrerai après une photo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un traitement qu'on a appelé méloxicam isoflurane, mélo-iso. Un troisième traitement où là, on a toujours l'analgésique, mais une anesthésie locale avec injection intratesticulaire de lidocaïne, qu'on a appelé mélo-lido. Ce système en fait, d'anesthésie locale intratesticulaire, on l'a aussi testé donc, avec une prémédication, donc une phytothérapie soit par voie orale sur le porcelet, soit par la truie. Donc on a appelé ces 2 traitements phyto-P et phyto-T avec lidocaïne. Et un dernier traitement où là, en fait, on va avoir une analgésie avec le méloxicam, la bombe froide avant l'incision du scrotum, et donc une anesthésie topique avec le trisolfène et donc administration de gel. Donc, dans ce dernier cas de figure, dans ce dernier protocole, en fait, tout est administré au même moment en salle de castration, alors que pour les autres, l'analgésie et l'anesthésie par injection intratesticulaire est faite 15 minutes avant. Donc, pour vous illustrer un petit peu comment ça se passe, le méloxicam, c'est une injection intratesticulaire qui est déjà pratiquée par un certain nombre d'éleveurs. L'anesthésie locale, en fait, c'est une injection intratesticulaire, c'est la photo du milieu, et la phytothérapie, donc on l'avait administrée directement dans la gueule du porcelet 15 minutes avant la castration. Les autres techniques, donc l'anesthésie générale par inhalation, en fait, consiste à positionner le porcelet dans une machine à anesthésier. Et donc, en fait, le porcelet va être au contact pendant 90 secondes avec le gaz, de façon à être inconscient. Et une fois qu'il est inconscient, on peut le castrer. L'anesthésie topique, donc là, en fait, on a une incision donc, du scrotum. Vous voyez sur la photo les 2 fentes. Et après, on applique un gel qui est composé d'anesthésiques locaux, d'un antiseptique et d'adrénaline qui a en fait une activité de vasoconstriction qui limite les saignements. Et donc, on injecte en fait ce gel, on attend au minimum 30 secondes avant de pouvoir castrer. L'essai a été fait sur 4 bandes de 18 truies et sur chacune des truies, en fait, on affectait un traitement. Et donc, on a pour chacune des truies, en fait, on identifiait 5 porcelets, 3 qu'on suivait en fait, sur le comportement et 2 sur lesquels on faisait des prélèvements de sang pour avoir un dosage de cortisol plasmatique qui nous donne une idée, qui est aussi un indicateur de stress et de douleur. On a mesuré beaucoup de choses. À l'administration des traitements, on a regardé la réaction des porcelets, s'il s'agitait ou pas, les cris, la durée d'administration. En salle de castration, donc, on a là mesuré la réaction des porcelets aussi, les cris, la durée, le comportement juste après la castration. Et après la castration, donc, on a noté le comportement des porcelets au retour dans la case de maternité,
dans l'heure qui suivait, 5 heures plus tard, 24 heures plus tard et 48 heures plus tard pendant 1 heure. On a mesuré le cortisol, donc on a fait un prélèvement de sang 30 minutes après la castration. Le lendemain, on a noté l'état des plaies de castration et on a également regardé les croissances des porcelets à 1 jour et jusqu'au sevrage. Donc, là, en fait, je vous indiquais qu'on avait des mesures à l'administration des traitements et en salle de castration. À l'administration des traitements, en fait, ça se passait dans la salle de maternité pour l'anesthésie locale en intratesticulaire, pour l'administration des traitements de phytothérapie et pour le méloxicam. Alors, quelques résultats, hein, tout n'est pas encore publié, ça fera l'objet d'une présentation plus générale en fin d'année et l'année prochaine aux Journées de la recherche porcine. Là, j'ai repris en fait les cris pendant la castration. Donc, c'est en décibels, hein, et donc la valeur, voilà la valeur maximale en fait qu'on a observée. Donc, vous avez le contrôle hein, qui est à peu près 103-104 décibels, hein, qui en fait est le traitement sur lequel on a le plus de cris, hein, ce qui est normal, hein, c'est la castration à vif, mais on voit que tous les autres en fait, traitements permettent de réduire les cris des animaux et de façon significative. Alors, on a 2 cas un petit peu particuliers. Donc, le traitement mélo-iso, donc c'est de l'anesthésie générale. Donc là, le porcelet est inconscient, donc forcément, on n'a aucun cri pendant la castration. Le porcelet ne bouge pas, ne crie pas. Et on a un autre traitement qui ressort un petit peu du lot, qui est le traitement méloxicam et gel trisolfène, où en fait, quand on a mesuré les cris entre le moment où on incise le scrotum et le moment où on finit de castrer, on a un niveau de cri qui est sensiblement égal à celui en fait, du contrôle. Et en fait, on s'est rendu compte que les cris les plus importants, ils étaient émis au moment de l'application du froid. Et si on retire en fait, cette phase d'application du froid de l'analyse, si on la retire, eh bien, on ne voit plus de différence en fait, entre ce traitement et les autres traitements. Un autre résultat en ce qui concerne la durée globale d'intervention, donc qui conjugue à la fois l'administration des traitements et la castration. Et là, on voit en fait qu'on a des durées qui peuvent être très variables. Alors la plus courte, forcément, c'est le contrôle, hein, la castration à vif, telle qu'elle est pratiquée actuellement. Par contre, on a des valeurs élevées en fait en anesthésie générale parce qu'on doit attendre 90 secondes avant la castration et également avec le traitement méloxicam, trisolfène, où là on doit attendre 30 secondes minimum avant de pouvoir castrer. Alors ces temps en fait de 90 secondes, 30 secondes pourraient être réduits en fait par une bonne organisation du travail en anesthésiant par exemple ou en manipulant plusieurs porcelets à la fois. Alors, les enseignements généraux de l'étude, je ne vais pas rentrer dans tous les résultats. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'anesthésie générale, elle est intéressante pour la plupart des indicateurs. Tous les indicateurs comportementaux sont bien meilleurs avec l'anesthésie générale. Par contre, elle est coûteuse, longue et difficile à mettre en place. Elle pourrait se faire uniquement en bâtiment. Et le frein majeur, c'est aussi qu'actuellement, ce n'est pas possible pour les éleveurs de faire de l'anesthésie générale. Ce n'est pas envisagé dans les arrêtés. La phytothérapie, quand on l'a administrée via le porcelet, en fait, quand on l'a administrée au porcelet, en fait, on a eu des réponses de stress très importantes qui ont entraîné en fait des troubles et des impacts au niveau du comportement importants. Via la truie, on a vu des effets limités mais un peu bénéfiques. En fait, la chose qu'on a vue, c'est que globalement, ça réduisait la durée globale de la castration. Mais ça serait à confirmer. Donc, avec un passage par le lait. La bombe froide, donc on a vu, je vous ai montré un résultat, ça a entraîné un stress important pour les porcelets. Et on s'est également posé des questions quant à l'état des plaies le lendemain de la castration, quand on utilise la bombe froide, parce qu'on peut avoir en fait une forme de brûlure de la peau. Et l'anesthésie locale, en fait, on a eu des bons résultats avec les 2 méthodes. Et les 2 méthodes ont montré des différences significatives avec le contrôle donc castré à vif. Donc les 2 méthodes améliorent significativement la prise en charge, permettent une prise en charge significative de la douleur vis-à-vis de la castration à vif. Et donc on a retenu en fait ces 2 protocoles
pour les tester sur le terrain. Et donc actuellement, il y a des travaux donc, qui sont poursuivis avec un certain nombre de portées, de truies qui sont, sur lesquels ils sont appliqués, soit en élevage bâtiment à la cavaque, soit en élevage plein air aux trinotières. Donc voilà un petit peu pour les premiers enseignements de cette étude. Merci pour votre attention. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Jean, oui. Il y a une question sur le web. J'ai une question de Florine Marie pour IBB sur Mélo ISO. Donc il n'y a pas de prix effectivement pendant les consciences, mais est-ce que des données de stress et ou de comportement de manip ont été mesurées? Alors pour le traitement avec l'isoflurane, donc avec l'anesthésie générale, la seule chose qui est ressortie, c'est qu'on a observé, enfin on a mesuré un niveau de cortisol très élevé, donc 30 minutes après la castration, qui était du même niveau que celui du contrôle. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'anesthésie générale, pendant que le porcelet est inconscient, il n'y a pas de douleur, mais dès que l'anesthésie en fait arrête de faire effet, la douleur est présente à un niveau donc très important. Mais sur les autres paramètres en fait, de retour dans la case, l'anesthésie en fait, avec l'isoflurane, on a à peu près 90 secondes pour l'endormissement des porcelets et ils mettent à peu près autant de temps en fait, à se réveiller. Donc quand on les remet dans la case de maternité, ils repartent en fait, tout de suite avec les autres. Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce que l'instruction technique avec les protocoles précis sera disponible? Je ne sais pas, ça devrait être assez rapide, mais bon, il y a encore des discussions. Alors ça sera avant la fin de l'année, c'est sûr, mais après, on n'aura pas le temps forcément de former tout le monde, donc bon, ça va être chaud, quoi. Mais je n'ai pas de date précise à vous donner. Alors il y a des protocoles, on a travaillé, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des travaux qui sont faits à l'IFIP et également donc, à la CAVAC et au niveau des champs d'agriculture. Il y a aussi des travaux qui sont faits par d'autres équipes, notamment dans le sud-ouest, parce qu'ils ont une grosse problématique liée à la production donc, de charcuterie sèche avec des porcs lourds, pour lesquels le mal entier est difficilement, pose problème, pose question. Et donc, en fait, tous les gens qui travaillent sur la question se sont concertés pour proposer deux protocoles pour la prise en charge de la douleur qui vont être là discutés par l'administration et les professionnels. Merci Valérie d'avoir pu participer. Alors, et donc on va passer à la présentation de la station Porganic, donc par Stéphane Ferchaud. Bonjour, donc je me suis présenté tout à l'heure, je suis Stéphane Ferchaud, je suis à l'INRAE, je viens de